Connaissez-vous le greenwashing ou éco-blanchiment en français? On pourrait définir ce terme-là comme un lavage de cerveau écologique fait par une entreprise qui veut nous faire croire que son produit est respectueux des ressources de la planète alors que c'est pas le cas. Dans un monde où tout le monde est conscient de l'impact des activités humaines sur la planète, mais où on est encore dans un système capitaliste, c'est le genre de technique marketing qu'on voit très souvent. Si je vous parle en partant de greenwashing sans même vous dire bonjour dans cette vidéo, c'est parce que ce qui va suivre va avoir comme trame de fond le greenwashing. Donc c'est important pour vous que vous sachiez dès le départ c'est quoi exactement ce terme-là. Maintenant que ça c'est dit, merci tout le monde d'être sur Bravo Mode, abonnez-vous si c'est pas encore fait et laissez un pouce avant d'oublier et on peut commencer la vidéo! Pour débuter mon top 5 des choses écolo qui m'énervent, on va commencer par le mot écolo. Vous trouvez pas que ce mot-là est un peu galvaudé? Vêtements écolo par-ci, sac écologique par-là, culture écologique là-bas. Mais est-ce que la mention écolo ou écologique veut dire quoi que ce soit? Est-ce que c'est un peu comme le terme naturel? Je sais pas si vous vous en rappelez, il y a quelques années, on avait réalisé que le mot naturel a été écrit sur comme pas mal tous les produits de l'industrie alimentaire, alors que ça voulait rien dire, ça voulait pas dire bio, ça voulait pas dire que ça contenait pas de produits artificiels, ça voulait peut-être juste dire qu'il y avait un élément naturel dedans, mais comme, tu sais, quand on y pense, le pétrole, c'est naturel, tu sais. Bon, pour le mot écologique, on comprend que le produit a été fabriqué dans le respect de la terre. Mais ça veut dire quoi dans le respect de la terre? Que la plantation d'arbres pour fabriquer l'emballage de ce produit-là était bio, éthique, sans pesticides? Mais ça, est-ce que c'était 2% de la plantation ou 100%? Est-ce qu'après ça, la transformation du produit a nécessité des produits chimiques, de la teinture? Puis le transport là-dedans, est-ce que vous avez transporté vos items dans un camion électrique? Avant de poursuivre, je veux juste mentionner que cette réflexion-là est inspirée, entre autres, d'un article que j'ai découvert la semaine passée par Caroline Larocque dans Grenier aux nouvelles, Grenier aux emplois, là, ce site-là. Bon, alors, faut pas se leurrer, le terme écologique est utilisé à peu près à toutes les sauces dans les techniques marketing. Alors qu'on gagnerait tellement à enrichir comme individu le champ lexical qui entoure les changements climatiques. Tu sais, pour détecter réellement la différence entre un produit qui est vraiment respectueux des ressources de la Terre versus un produit greenwashing. À cause de notre trop faible champ lexical autour des changements climatiques, c'est trop facile pour une entreprise de nous faire croire que leur produit est éthique parce qu'ils utilisent le mot « c'est vert », ça ne pollue pas, respecte la nature. Et ça nous donne de fausses informations qu'on intègre et qu'on rediffuse par la suite, qu'on partage avec nos proches. Et avec des termes de même comme écolo, green, whatever, là, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement facile pour une entreprise d'entourlouper un influenceur dit écologique pour qu'il puisse promouvoir votre brosse à dents en bambou. Bonjour Audrey, nous sommes une entreprise green et nous aimons beaucoup ton contenu écolo. Voudrais-tu faire la promotion de notre brosse à dents en bambou qui respecte les pandas et qui évite la production de plastique? Facile, hein? Ça respecte peut-être les pandas, mais est-ce que ça respecte la forêt qu'on a défrichée pour faire une plantation de bambou? Puis la teinture chimique sur les poils de la brosse à dents, en tout cas, Audrey, cette influenceuse-là, elle va prendre cette information-là, cette brosse à dents-là, puis elle va partager l'information à ses dizaines de milliers d'abonnés. Tout ça pour dire que essayez d'aiguiser votre radar à greenwashing grâce au vocabulaire. Juste dire, j'utilise moi-même le mot écolo, puis ça veut pas dire qu'on doit plus jamais utiliser le mot écolo. Je pense qu'il est vraiment pratique pour englober plein de choses, genre je vais continuer à utiliser le mot écolo, oui, même dans la suite de cette vidéo. En quatrième position, on a le plastique biodégradable et le bioplastique. Pour vrai, c'est pas plus écolo de prendre des sacs de plastique biodégradables pour votre poubelle ou pour faire votre épicerie. En effet, ils se dégraderaient pas plus rapidement ou pas mieux que les sacs de plastique réguliers en polystyrène là, qui sont faits à partir de pétrole. J'explique. Quand quelque chose est biodégradable, ça veut dire qu'il va se dégrader un jour grâce à des bactéries comme des champignons, des algues, etc. naturelles. Mais il n'y a pas d'échelle de temps qui est déterminée. Donc si on veut, tout peut être considéré comme biodégradable, genre un sac de plastique conventionnel là, fait de polystyrène peut être biodégradable si on veut, parce qu'il va un jour se dégrader grâce à la nature aux bactéries, même si ça va prendre 350 ans. Donc pour que vous compreniez un peu mieux, un sac de plastique biodégradable, bon, il est fait de plein de matériaux, dont le polyester, souvent avec un ajout d'amidon de maïs ou de pommes de terre ou de blé, mais il va quand même avoir du polyéthylène dedans qui est le matériau qui est utilisé pour les sacs de plastique conventionnels, qui lui va avoir des additifs qui vont faciliter sa dégradation. Mais sa dégradation va être facilitée si et seulement si il est dégradé dans des situations, des conditions vraiment particulières et uniques, genre où il va devoir être lié à de l'eau, de l'oxygène, des bactéries, mais la plupart du temps, ces sacs-là vont finir dans une décharge où est-ce que ces conditions-là seront pas présentes ou même pire,
ça va finir comme bien d'autres sacs de plastique dans l'océan. C'est pas parce que c'est biodégradable que ça va pas s'envoler jusqu'au cours d'eau, puis c'est pas dans l'océan qu'il faut que ça se décompose. Ça, je peux vous le garantir. La pire affaire, puis l'affaire la plus frustrante là-dedans, c'est que vu sa mention biodégradable, les gens pensent que ça peut se composter alors que pas du tout, ça se recycle même pas. C'est direct à la poubelle. Ça, c'est souvent parce qu'il y a différents types de particules de plastique dedans, donc ça va être difficile pour les gens au recyclage de le trier convenablement parce que c'est trop complexe, alors qu'un sac de plastique ordinaire va plus souvent être fait du même plastique pour tout son sac, donc plus facilement recyclable. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'un sac de plastique, normalement, se recycle. Mais biodégradable, c'est beaucoup plus compliqué. Quant au sac compostable, ben ça va se composter d'une certaine façon. Ça va se composter dans une usine en particulier qui est faite pour la dégradation du plastique compostable. Puis dans tous les cas, la fabrication de ces sacs-là, qu'ils soient biodégradables, oxo-biodégradables ou compostables, ben la fabrication est quand même polluante parce qu'elle va demander des machines qui roulent au pétrole. Je sais, tout ça est vraiment déprimant, mais juste gardez en tête que le mieux, c'est pas de plastique en vrac. Le moins de sacs possible. Voilà. En troisième position, on a les chandails avec un slogan à tendance éco-responsable dessus. Question pour vous, est-ce que quand un meurtrier écrit sur son front « Je suis innocent », est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'innocent? Non! Ben, un chandail de coton fabriqué dans des conditions exécrables écrit dessus « There is no planet B » et pas plus écolo, pas plus qu'un chandail écrit « Be kind » et vraiment kind avec ceux qui l'ont fabriqué. Pendant un moment, j'avais plein de pubs sur Instagram qui me proposaient ce type de chandail-là et ça me frustrait au plus haut point, là. C'est la définition de l'hypocrisie, puis aussi, comment je pourrais dire ça, de la pauvreté intellectuelle. Oui. C'est ça, c'est des raccourcis intellectuels phénoménaux que de penser qu'on est green parce qu'on a un chandail qui est écrit « Save the bees ». Et même quand c'est certifié, genre coton équitable ou que ça dit que c'est du ethical clothing, ben ça l'est pas nécessairement. On va aller voir des sites au hasard, ok? Mettons sur Instagram, quand je vais dans un hashtag « There is no planet B », je vais trouver, tu vois, ici j'ai... un chandail de self-aware. Si on va sur leur compte, ça dit que c'est ethical. Puis après ça, quand on va sur leur site, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, mission. Ok, dans le fond, c'est juste une longue réflexion philosophique sur la santé mentale, ce qui est tout à fait louable, mais je vois vraiment pas le rapport ni d'indication sur la provenance de leur textile ou de l'endroit de fabrication. Fait ok, c'est tout. C'est tout. Ok, puis si je clique sur clothing, y a-tu plus d'infos? Be kind, breathe, good vibes. Puis oui, j'avoue qu'il y a des marques plus concrètes, si on veut, que même si c'est écrit Save the Planet, leurs textiles sont comme plus alignés avec leur message. C'est si on va dans Wholesome Culture, qui est quand même populaire, là, moi c'est vraiment le genre de pub que je voyais vraiment souvent avant que je demande à Instagram de me les cacher tous et toutes. Je vous montre, là, vous avez clairement déjà vu ces chandails-là quelque part, hein? En tout cas, si on va dans Mission, là, pour analyser... Ok, vous voulez qu'on sente bien de porter vos vêtements. C'est quand même pas pire au niveau du recyclage des vêtements. Ils vont pas fabriquer des vêtements pour rien. Ils vont jamais jeter des vêtements. Ils vont donner genre 10% à des organisations qui sauvent les animaux. Shipping and packaging made of biodegradable materials. Donc, probablement dans des sacs de plastique biodégradables. Mais bon, passons. Eco-friendly water-based ink. Donc, probablement que c'est... une encre pour teindre les vêtements qui est plus écolo. Bon, c'est fait en grande partie aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Donc, je suis pas mal sûre à 90% que si vous commandez un de ces chandails-là puis que vous le recevez, ça va être écrit genre que ça a traversé la Chine et le Pakistan. Là. Ok, on dit que le coton est 100% biologique, mais est-ce que 100% de vos chandails sont faits en coton ou il y a un petit peu de polyester là-dedans? Parce que moi, je veux un petit peu de polyester, là. C'est certainement mieux qu'un chandail acheté chez H&M, surtout genre la nouvelle collection H&M, genre supposément écolo, là, qui est comme la définition du greenwashing. Mais ça reste que c'est quand même des ressources qui sont utilisées pour nous dire de planter ces fleurs-là pour sauver les abeilles. Puis il y a juste la cynique ascendant scorpion en moi qui est juste irritée par l'incongruence de ces messages américanisés sur les chandails, mais aussi sur n'importe quoi, là. Je suis désolée, mais si un jour je vais chez toi puis que quand je rentre, je vois sur ton mur une décoration genre beau, chic vibe où c'est écrit « Home is where love is », malheureusement, je vais devoir quitter ta demeure.
En deuxième position, j'ai les influenceurs écolos. Je trouve que ça s'en vient vraiment trop facile pour quelqu'un de devenir un créateur de contenu ethical, green, clean beauty. C'est de juste à t'associer avec une ou deux entreprises qui ont genre une collection écolo si on veut, puis hop, t'es étiqueté activiste sur le web. Pourtant, c'est pas rare que je vois ces influenceurs-là, parce que oui, j'en suis quelques-uns, suggérer à leurs abonnés d'acheter des items de déco sur Amazon ou identifier dans leurs photos fashion Zara puis Aritzia par exemple. Je vais pas nommer de québécois ça parce que c'est beaucoup trop petit là, mais ça va vous donner une idée là, de ce que j'ai en tête. Tu sais, je suis peut-être rendue trop grano dans mon mode de vie ou trop intransigeante. Mais quand t'as une grande plateforme puis que t'influences les gens dans leurs achats, prétends pas être écolo si les seuls gestes écolos que t'as fait cette année, c'est accepter des bijoux d'une entreprise québécoise de bijoux puis acheter un chandail au village des valeurs. Identifie-toi comme influenceuse fashion si tu veux ou qui propose de douces images pour l'âme. Mais prétends pas être activiste. Et je comprends tout à fait qu'on vit dans un système capitaliste et que c'est difficile comme créateur de contenu de trouver des grosses entreprises qui ont assez de budget pour te payer, qui s'inscrivent pas dans une machine capitaliste puis qui exploitent pas plein de ressources et plein de gens. Tu sais, moi aussi je vis ce dilemme-là au quotidien, là. Mais j'essaie de me dire que plus on va donner de la visibilité à des OBNL ou des petites entreprises locales qui ont peut-être un peu moins de budget, ben plus ils vont avoir d'acheteurs, plus ils vont avoir de budget, puis plus ils vont pouvoir mieux rémunérer les personnes avec qui ils font des partenariats sur le web. Et finalement, en première position, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait qu'un mode de vie écolo doit être associé à quelque chose de beau, d'esthétique. J'ai l'impression qu'avec les Instagram, les Pinterest de ce monde, l'image qu'on se fait d'un intérieur minimaliste, écolo, d'une cuisine et d'une salle de bain zéro déchet, ben c'est absolument esthétique. Et je trouve ça très problématique parce que ça en incite plusieurs à changer de décoration du tout au tout, c'est-à-dire jeter ce qu'ils avaient et acheter de nouveaux items qui ont demandé des ressources, même si ces ressources-là sont en bambou. Puis souvent, ces affaires qui ont l'air bien ethical puis minimaliste, ça s'achète sur Amazon. J'ai une belle petite cuillère pour brasser en bois, genre un petit porte-savon écolo encore une fois. Alors que pour moi, un intérieur écolo est fait à 100% d'items seconde main qui ont été réutilisés, réparés, scratchés, qui vont pas nécessairement ensemble, mais qui sont super fonctionnels, là, qui demandent pas à être associés avec des meubles qui sont de la même couleur qu'eux ou du même type de matériaux qu'eux. Tu sais, pour moi, c'est avoir des éponges qui sont faites de vieux bas, par exemple, et non pas des carré à 15$ avec des dauphins dessus. C'est aussi fabriquer sa propre décoration avec ce qu'on trouve dans des débris sur le trottoir ou dans la nature et pas acheter un panier d'osier sur Amazon puis mettre des tiges de coton dedans qui ont même pas poussé ici. Petite parenthèse féministe avec ça mais qui a pas rapport avec l'écologie. Cet idéal-là de beauté de l'espace intérieur exerce beaucoup de pression sur la femme. Tu sais, quand une femme vient d'accoucher, là, on a hâte de voir la chambre du bébé, puis on s'attend souvent, là, si par exemple c'est une femme là, qui est présente sur Instagram beaucoup, lifestyle style, ben on s'attend à ce que la chambre de bébé soit d'un beau beige, bien épurée, toute cute et tout le temps rangée. Alors que la plupart des femmes, quand elles accouchent, en tout cas celles qui sont pas nécessairement privilégiées, veulent juste le fonctionnel, vont accepter tous les dons possibles, que ça fit ensemble ou pas, vont aller chercher des affaires chez Renaissance, puis ils auront pas le luxe de savoir si le Moïse va fitter avec la table à langer. En tout cas, je trouve que le style de déco minimaliste épuré a pris beaucoup de place dans nos vies, dans notre œil, beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Puis je m'inclus là-dedans, hein, pour vrai, tu sais, je sais pas à quel point la chambre de mon futur bébé, je vais vouloir que ce soit un vert flash avec un rouge vif, là, tu sais, je vais sûrement vouloir que ce soit harmonieux, tu sais, mais est-ce que je vais vouloir que ce soit tout le temps parfait et rangé? Est-ce que je vais mettre cette pression-là parce que Marie-Lou, de 3 fois par jour, par exemple, elle nous a toujours montré un bel intérieur vaste et épuré, même si une fois de temps en temps, elle nous montre un petit bordel. Mais on s'entend que jusque dans la chambre de jouets des enfants, souvent, là, c'est des belles petites couleurs ternes qui fit avec le fil d'Instagram, ce qui représente pas du tout la vie. En tout cas, ce qui représente pas ce que la vie devrait être, surtout pas pour des enfants. Là, je fais comme une parenthèse dans une parenthèse, c'est-à-dire je parle de la vie des enfants dans une parenthèse féministe, mais vous comprenez toute la charge mentale que ça peut demander pour une femme, parce que la plupart de ces créatrices de contenu-là qui vont montrer cet intérieur-là
qui souvent sont des femmes qui vont faire la promotion du minimalisme, puis des matériaux écolos, puis du lavage écolo pour que leurs enfants soient habillés dans des trucs écolos, puis de la crème écolo, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ben c'est des femmes qui vont mettre de l'avant ça, puis 90% de leurs abonnés vont être des femmes. En tout cas, je trouve juste que la charge de la maison est encore sur les épaules de la femme. Puis je sais pas si c'est un lien avec l'écologie ou pas, tu sais, parce que bon, le minimalisme est de plus en plus trendy. Mais je trouve ça un petit peu intense. En conclusion, je sais pas si c'était déprimant comme vidéo, mais peut-être que ça vous a aidé à peut-être développer un radar pour le greenwashing ou peut-être être un petit peu plus sélectif sur les comptes Instagram écolo que vous suivez ou les entreprises que vous pensiez être écolo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous frustre le plus, vous, dans cette grosse industrie de marketing environnemental, parce que ça s'en vient vraiment une grosse machine. Là. Les entreprises ont compris que les gens veulent acheter des affaires écolo. Donc, par exemple, développer votre vocabulaire sur la plantation d'arbres, la permaculture, sur les matériaux chimiques toxiques. T'sais, moi aussi, j'ai du travail à faire. Puis ce que je dénonce dans ma vidéo, j'en fais aussi peut-être un peu partie une fois de temps en temps. Tout ça pour dire qu'on gagne à redoubler d'ardeur dans nos observations du quotidien par rapport à la protection de la faune, de la flore, de la biodiversité dans nos achats quotidiens. Beaucoup de mots pour rien là-dessus. Likez la vidéo si vous avez aimé ça, partagez-la si vous partagez mon opinion. Puis n'oubliez pas de vous abonner à mes plateformes. On se voit dans 2 semaines.